Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. On est live aujourd'hui à Octambule. Je pense que c'est notre 10e fois qu'on est ici. Et bien sûr, notre but à nous autres, c'est de découvrir qu'est-ce qui se passe ici. Puis, on est chanceux, on a des nouveaux produits qu'on n'avait pas vus. Pour ceux qui ne connaissent pas, la distillerie Québec North Shore, on avait reçu une bouteille d'eux autres il y a, comme je pense, 4 ans ou peut-être 3 ans, à Marito. On avait beaucoup aimé ça. On avait fait des drinks avec ça. Puis en plus, les deux gars, en plus, aujourd'hui, ils sont avec nous autres. So, le but de l'entrevue, c'est de comprendre un peu ce que vous faites, d'où vous venez. Et en plus, ils viennent de lancer des bières, en plus, je ne savais pas ça. Puis on va parler avec eux autres. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Mon nom, dans le fond, c'est Jean-Simon Ovington. Je suis copropriétaire de l'entreprise. Tu fais quoi là-dedans? Moi, je fais beaucoup d'administration, tout ce qui est comptabilité. J'étais un petit peu un homme à tout faire. T'es le nerd de la gang. Ouais, si on veut, ouais, je suis le nœud de la gang. Toi? Moi, c'est Robert Tremblay. Moi, je suis le distillateur, celui qui prépare les recettes, qui prépare les drinks, qui prépare. OK. Pouvez-vous nous parler un petit peu d'où vient l'idée de la série Québec North Shore? Parce qu'au début, honnêtement, j'avais laissé la bouteille. Je pensais que vous étiez du monde de l'Ontario. Parce que ça arrive. Le nom Québec North Shore vient du fait que la première industrie qui est venue s'installer dans notre coin sur la Côte-Nord, qui a développé la ville de Bécomo, c'est une papetière qui portait le nom de Québec North Shore Paper. C'est un Américain, le colonel Robert McCormick, qui est venu construire la ville à Bécomo. Puis de là vient notre nom. On a repris un peu. Même nos bouteilles rendent hommage à ces personnages-là, comme le colonel Bob. C'est en hommage à Robert McCormick, qui est le fondateur de Bécomo. Je suis l'amaretto Amy. C'est un peu c'est en l'honneur de sa première femme. Donc, sa première femme qui s'appelait Amy. OK. C'est l'amaretto en l'honneur des femmes. On a également une crème de rhum qu'on vient de sortir, la Tibas Saint. Tibas Saint-Onge, c'est un autre personnage important là, dans notre coin. C'est un Amérindien qui a sauvé la vie du colonel là, quand il est venu faire ses premières explorations en forêt. Il s'est perdu, puis Tibas, hein, il a sauvé la vie. Il est tombé en amour avec. Ouais, mais son veut. Il a été son copain jusqu'à la fin, ouais, c'est ça. Exact. C'est pourquoi l'idée de lancer un peu comme ça, une distillerie chez vous, tu sais, parce que, comme vous savez, les distilleries, c'est cher. Je connais beaucoup de distillateurs, c'est pas quelque chose de très payant. À court terme, c'est pas si payant que ça. C'est difficile comme business. Pourquoi vous lancer la distillerie? C'était quoi l'idée derrière ça? Ben, un peu, là, tu sais, je m'amusais, moi, dans mon sous-sol, à faire des liqueurs, à faire du vin, à faire un peu ce que je trouvais sur ma terre en tant que petits fruits, en tant que des aromates. Mélangeais ça avec de l'alcool, puis je faisais des liqueurs. Puis notre autre partenaire était Jean-Philippe Ouellette. Lui, c'est un restaurateur, puis je m'amusais à faire goûter un peu partout moi, à la population. Puis lui, il a tombé en amour avec mes produits, puis il a vu du potentiel un peu là-dedans. Fait que ensemble, on a monté un projet, puis les trois ensemble, on a monté un projet. Et ça m'a fait toute une fibre entrepreneuriale, son vue, là. C'est que je pense que c'était un beau défi qu'on voulait relever. On savait que ça serait pas facile à la base, là. On a fait des études de marché, on a vu un peu ce qui se passait là, dans le monde des distilleries. Ouais. Mais c'est quoi qui nous intéressait beaucoup. C'est un défi qui nous intéressait, je pense. Ouais, c'est ça. Puis, je te dirais, on a commencé le projet un peu avant la pandémie et arrivé la pandémie. Ça a été un peu plus difficile. Ça nous a donné, les bâtons, ça nous a fait donner un laps de temps pour finir nos. Festivalier d'Octambule, l'équipe de Stéphane Girard, Remax, vous accueille à sa terrasse et vous présente de succulents gins au kiosque 31. Faites le détour, vous ne serez pas déçus. Je profite de l'occasion pour remercier certains de nos commanditaires. L'équipe Stéphane Girard, Remax, Create, CGL Micro. Oui, on en revient. Bon, c'est ça. Pendant la pandémie, on a travaillé avec un organisme là, qui est basé au cégep de Bécomo, eux, ils ont des chimistes avec eux, puis ils l'ont aidé là, à peaufiner nos recettes. Pendant la pandémie, ça nous a donné un temps là, pour, je te dirais, Pour goûter. Non, parce que c'était question de. Sans te mentir, on a fait beaucoup de tests. Le gars, moi, pendant la pandémie, j'ai vu beaucoup. Mais nous autres, la philosophie, je vais pas du coq à l'âne un peu, là, mais la philosophie de notre entreprise, c'est pas l'objectif, c'est pas de sortir 10 produits une année, c'est de sortir
des produits, prendre le temps de sortir nos produits. Puis nos produits sont tous excellents. Le monde en redemande. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, on est vraiment. Notre philosophie, ouais, d'avoir des. Prendre le temps de sortir comme le Amy qu'on a sorti, le premier Amaretto. Ça a pris quoi, 2 ans et demi? Mais Ça, on a scoré un grand or la Coupe des Nations. Là. On a vraiment gagné un grand or avec le produit. Donc, tous les produits qu'on développe, qu'on crée, le monde les adore. Le monde les redemande. Donc, c'est vraiment. Est-ce que votre marché est un marché très local ou c'est un marché plus national? Qu'est-ce qui s'en vient avec vous autres? ben, pour le moment, c'est sûr que c'est beaucoup régional parce que, tu sais, la Côte-Nord, c'est un grand territoire, mais les gens sont tissés serrés. Ça veut dire. C'est ça, exactement. Fait que, Mais en même temps, tu sais, au niveau réseau SAC, tu sais, la première année, on a fait 95% d'augmentation de chiffre d'affaires. Cette année, on vise plus ou moins 100%. Là. Donc, d'année en année, on double notre chiffre d'affaires. L'année prochaine, c'est à suivre, là, mais on grossit niveau provincialement. C'est sûr qu'on ne dit pas non à l'international, là, mais on y va une marche à la fois. Trop aller vite, parfois, on peut se planter. Mais oui. Puis vos produits, vous autres, c'est des produits très raisonnables. C'est des produits faits avec des affaires locales. C'est comme des noix locaux, un peu comme. C'est voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font des affaires comme ça. De ce qui vient le produit, c'est quoi la conception de chaque produit? ben, un peu comme beaucoup d'autres, là, on part d'un GNS de base qui est beaucoup moins dispendieux que faire un propre alcool. On n'aurait pas de mâche. Puis sur la Côte-Nord, il n'y a pas de grains, on n'a pas accès à des grains. Là. Ce qu'on a, on a beaucoup de petits fruits, on a des aromates en forêt, on a plein de choses à découvrir. Ça fait qu'on fait des mélanges avec ça. Puis De quoi qu'on peut être fier. Dans le fond, dans le monde, notre amaretto, on utilise le sorbier d'Amérique, le fruit sorbier. Au niveau mondial, le seul autre pays qui utilise le sorbier, c'est en Autriche, puis ils font un chenap par distillation. Donc, on est vraiment les seuls, on peut se vanter de ça en Amérique, à utiliser le fruit. Il est tout cueilli en main par nous autres. Donc, lui, Le monde, même les aromates, on va se promener en forêt, puis on récolte. Puis ce qui est fou aussi, dans le fond, on fait de l'économie circulaire avec le fruit. Dans notre rhum, dans le fond, on fait de l'économie circulaire. On réutilise des fruits qu'on macérés dans l'amaretto. Puis on lui donne une deuxième vie, on les met dans le rhum. Il donne la douceur en bouche, puis le petit côté sucré dans le fond de notre rhum épicé. Là. Puis on lui donne même une troisième transformation, en faisant des épices pour des épices à bleuder. Sablodé César avec les fermes locales. On a une ferme locale qui font du piment, qui font de la camerise. Donc, on fait un rhum à Blodé César avec c'est quand même impressionnant quand même. Puis chez vous, pour qu'on comprenne un peu chez vous, est-ce que vous avez un taproom, vous autres, qu'on ne peut les goûter, ou c'est vraiment uniquement une usine? Non, on a une boutique. On vend des vêtements, on vend un peu des épices, des sauces, on fait la distillerie. on fait visiter, on fait des sirops à cocktail. Des sambons. On fait des gels douche. On fait des gels douche. On fait beaucoup de produits dérivés, sérieusement, avec Le savon, c'est sûr. Ouais, du savon, ouais. C'est ça que le savon répare. Hein. Oui, tu peux venir. L'autre, la distillerie du Nord, il y a une distillerie là-bas, ils font plein d'affaires, puis ça. C'est ce qu'ils m'avaient dit, qu'ils sortent des savons. C'est comme, OK, c'est pas ça. Gel douche, ça goûte en plus, un gel douche. Le pire qu'ils y croient, le pire, qu'ils y croient. J'ai fait des tests. Comment ça fonctionne chez vous? Parce que tu sais, on était comme je disais au début, faire une distillerie, c'est intéressant, c'est un marché intéressant. C'est un marché qui est difficile à cause de la bouteille, ou en plus, vous êtes dans le Nord, c'est c'est la distance, tout ça, transport. C'est quoi? Comment ça fonctionne chez vous, le côté de la business derrière de ça, tu sais? Vous ne pouvez pas vous développer partout au Québec à cause des distances, number one. Puis avec le développement, avec les bouteilles coûtent de plus en plus cher. Comment vous contrôlez le prix, toutes ces affaires-là pour que ça continue à être intéressant pour le monde? Ben, nous autres, dans le fond, on fait des achats au volume. Donc, au volume, on va baisser nos costs, c'est sûr. Par contre, on était même parti une lancée. À la base, on voulait utiliser les mêmes bouteilles pour tous nos produits, mais on s'est vraiment rendu compte que c'est important d'être différent des autres. Quand tu regardes, une grande majorité des distilleries au Québec utilisent les mêmes bouteilles. Fait que nous autres, on veut vraiment aller ailleurs. On veut que le client il reconnaisse, prenant notre étiquette qu'avec mon shirt, c'est notre style, mais que la bouteille soit différente, qu'il fasse wow, tu sais, dans le fond, pour sauver au niveau du cost, on y va au volume, mais on se gêne pas quand même. On veut être différent des autres, puis à ce niveau-là, je pense qu'on se démarque. OK, ça, vous pouvez contrôler les coûts de ça. Ce qui est à part, vous avez quelques bouteilles avec des marques, avec des. T'avais ça avec des. On appelle ça vraiment. Les étiquettes, mais les autres, il n'y a pas d'étiquette, les autres, c'est directement sa bouteille. Sinon, c'est
Non, c'est vraiment des étiquettes, mais c'est No Level Look ou plus en carton vintage comme sur le Miami ou pour. mais tu sais, ce qui nous donne une chance, c'est qu'en région comme ça, les locaux coûtent beaucoup moins cher. Puisque on a eu la chance de mettre la main sur une ancienne quincaillerie pour une Un bâtiment énorme. Le bâtiment pas coûté. Tu sais, ça fait que nos coûts de base, on a réussi à contrôler là, la partie du logement. Fait que c'est sûr que Quand même, c'est fou quand même, comme histoire. Ça, vous autres, vous avez combien de produits maintenant? Combien de SKU vous avez maintenant? Au niveau sac, on a on a Amy, Colonel Ball, la vodka, on a la Volca, Tibass. le Miami, puis bientôt le Tipas qui va rentrer là, lui. Ouais. Donc 6 produits sac, plus Les deux bières en plus plus. les 2 bières, puis on travaille d'autres produits. On a aussi deux prêts à boire, des seltzers. Le reste de mon gars, c'était des prêts à boire à venir. Les seltzers qui sont déjà développés. On en vend derrière les maxi dans les IGA locales. OK, alcool ou sans alcool? Avec alcool. À base de malt. OK. Il reste du malt de Saint-Pancras. On me reste un eau maltais quand Saint-Pancras il fabrique le bière sans alcool. Ils ont un résidu d'eau maltais, autrement dit, peu de pourcentage. On réutilise, on filtre au charbon, puis on réutilise les eaux maltais. On ajoute de nos alcools, puis certains aromates de prêt à faire et prêt à boire. C'est le remboursage du genre, ouais. Puis vous voyez où le marché des prêts à boire pour vous autres? Est-ce que c'est un pourcentage plus grand de plus en plus avec la canette, tout ça? On est vraiment surpris. Parce que c'est surprenant le prêt à boire quand c'est bien fait, ça. On est vraiment surpris des ventes. Ça. Pour l'instant, même notre. Le local là, nous encourage beaucoup, ben, il nous encourage, puis il aime le produit. Fait que, vraiment, là, il y a un bel engouement. Là. Bon, on regarde toutes les autres distilleries. C'est sûr qu'il y a des bonnes parts à aller chercher. C'est une diversification. Il ne faut pas y aller seulement avec des spiritueux. Donc, je pense que c'est un beau must à avoir là, pour une bonne diversification d'entreprise. Je pense qu'il faut avoir ça. Exactement, parce que de plus en plus, je vois ça. Mais comme vous autres, la beauté, je veux savoir, côté local, est-ce que vous voyez l'achat local de les prêts à boire du RTD qu'on appelle? Parce que, tu sais, à Montréal, c'est difficile de vendre le RTD parce que c'est souvent des grosses compagnies qui vendent ça, mais vous autres, à cause que c'est local, ça fonctionne à 100%. On ne fournit pas nous en faire. À ce point-là, Ouais. Fait que là, on est en train de regarder pour faire les plus grosses batches sur Basic Cost. OK. C'était les tests première année, mais on est vraiment surpris de la réponse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau de notre région, quand Robert dit qu'il nous donnait mon coup de pouce, on ne l'a même pas encore exploité à 100%. Là. Fait que c'est ça qui est cool un peu avec la région, parce qu'il reste encore des places à aller chercher dans la région, il reste encore du marché à aller chercher. Puis on a des bons produits, fait que je pense qu'on va être bon pour aller. Le tourisme aussi, il y a beaucoup de touristes. Au nord, c'est devenu comme un endroit exotique. Là, avec les buteurs de On est bien situé, hein? Je dirais que c'est à 138. Ouais, c'est ça. Fait que, OK, OK. La situation. Comment ça va l'industrie de la boisson par chez vous? Parce que, tu sais, moi, je connais Saint-Pancras, je parle avec lui 2 fois par l'année. On fait des entrevues un peu, savoir ce qui se passe en région. La Mouche, on a fait une entrevue une fois avec eux autres. Puis on les connaît un petit peu. On avait fait une bière avec Saint-Pancras dans un concours. Comment ça va l'industrie, disons, de la boisson, de l'alimentation dans votre coin? Vous avez... Les gens de région, c'est sûr, ça boit pas mal. Ouais, mais il y a beaucoup de compagnies d'un coup là-bas pour la distance. Là. Effectivement, mais ça, c'est sûr qu'on a remarqué quand même qu'il y a quand même une baisse de consommation. Tu sais, c'est un peu c'est un peu partout, là, on s'entend depuis la pandémie, mais c'est sûr qu'on trouve notre compte en masse. Là. ouais. Il y a encore Les gens s'identifient beaucoup à l'entreprise. à l'entreprise. Puis, OK. ouais, nos vêtements là, sont partout. Là, puis, ouais, OK. On en manque tout le temps, c'est cool. C'est un beau problème. Hein. ben, c'est vrai, ouais. Est-ce qu'il y a des fermetures dans votre coin? Est-ce que les problèmes, pour l'instant, c'est correct? Pour l'instant, Il est correct. Pour l'instant, là, on n'a pas de problème, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de. Non, les usines fonctionnent à plein régime. C'est sûr qu'il y a toujours ce qui se passe mondialement là, aux États-Unis, là, parce que notre coin, il vit avec des grosses industries comme dans l'aluminium puis dans le bois d'œuvre. Là, fait que c'est deux marchés qui sont peut-être sont à risque. Là. Mais pour le moment, ça va bien. pourquoi vous lancez de bières, vous autres? C'est vrai, quand je voyais ça, pourquoi vous lancez ça quand vous étiez déjà... Du vérification. Oui, puis en même temps, quand on va dans des événements comme ça, les micros, souvent,
ils offrent des IPA, des sûrs. Tu sais, ils ont un marché, ils ont le propre. Puis nous, on y a été vers des blondes. OK, OK. On y a été vers du traditionnel, un peu comme une mousse. C'est ça qu'on veut lancer On essaie vraiment de concurrencer un peu les gros joueurs. les bières de volume, la course. Tu prends 10 courses, là. Si tu es capable de virer une brosse là-dessus, genre, on va se parler en bon joueur, là, qu'une garde de virer une brosse là-dessus, puis t'es capable d'en boire 10, là, tu sais. Ça, c'est le pourcentage d'alcool, c'est combien? On est 21%. 4%. OK, OK, c'est vous êtes dans la lager blonde comme ça. OK. Moi, j'adore prendre des bières de micro, mais j'en prends pas 5-6, là, tu sais, ça toque, là. C'est correct, là. Mais si on vise plus peut-être un marché qui est pas tant exploité. Des bières de soif. Des bières de soif, hein. Le pire que cette année, j'ai parlé avec beaucoup de brassés, puis tout le monde se danse dans le 4%, dans le 3,5, et le lager comme ça. Est-ce que vous vous lancez dans le 4 ou entre 55 à long terme? C'est quoi que vous voulez vous lancer, vous autres? Est-ce que je regarde tous les paquets de 12 qui s'en viennent, paquets de 6 qui s'en viennent? T'as dit mon secret. Non, my gars, je le savais tellement, man, ça se voyait tellement. Aïe, il me tord un bras, si, là. C'est sûr que le marché s'en vient. Je parlais avec 2-3 brassiers ce matin avant de venir ici. On parlait de qu'est-ce qui s'en vient. Tout le monde pense à un paquet de 6, des diversifications de mix packs, des affaires comme ça. Il y a beaucoup le sans-alcool aussi. Tu sais, on parle d'alcool, là, mais sans alcool. Puis nous autres, on s'inspire beaucoup. C'est pas plate à dire, mais on s'inspire beaucoup des États-Unis parce qu'on tend d'avance un peu ce qui se passe un peu partout. Moi, c'est ma théorie d'Elvis. Exact. Fait que, tu sais, aux États-Unis, dans le fond, les mocktails, c'était populaire il y a 2 ans. Là, c'est rendu populaire au Canada, tu sais. Fait que si tu veux, t'en avances un petit peu sur ce qui se passe. Je pense que c'est un bon outlook que tu peux avoir, là. Puis vous autres, OK, ça, je peux dire que vous avez un 6-pack qui s'en vient, un 12-pack, un mix-pack, tout ça. Est-ce que c'est uniquement pour la bière ou vous tentez aussi avec vos produits de prêt à boire aussi? C'est sûr que le packing, Avec les prêts à boire aussi. Hein, c'est ça. Est-ce que 355 Slick ou 355 Chubby? C'est du. Non, mais pour les prêts à boire, moi, je parle. C'est le même. c'est les mêmes formats. OK, un format 413? Exactement. OK, que je pensais que vous alliez coller dans le 355 Slick, que vous avez comme ça. Dans le fond, dans le fond, Saint-Pancras produit qu'il s'en aille vraiment que vers ça. Fait qu'au niveau cost, volume, on va sur l'eau. Ça, vous voyez où le marché de vous autres, disons, dans 3 ans? Si vous êtes très occupés dans votre région, ben, vous n'êtes pas partout encore, il y a plein de choses à faire dans votre coin. Tu sais, tantôt, excuse-moi de te couper la parole, tantôt, je te parlais de diversification. Là, présentement, on est rendu franchiseur. Dans le fond, là, on a ouvert un premier franchisé. Dans le fond, on a le pub Québec Non Chose Saloon à Port-Neuf-sur-Mer. Fait qu'on a ouvert un restaurant, on porte notre alcool dedans. Là, on est en train d'en ouvrir un deuxième à Bécomo, 2026. Puis après ça, on a des contacts, on regarde pour les grands centres là, pour être capable de faire notre distribution. Puis dans ces pubs-là, dans le fond, ce serait vraiment style western américain, des burgers, tu sais, la nourriture quand même simple, familiale, danse en ligne, des soirées d'humour, des chansonniers. Fait ça serait vraiment Que nos produits. exactement nos bières en Comme un taproom d'une brasserie, c'est pareil ça. Exactement, c'est ça. Ouais. Fait on travaille beaucoup sur ce projet-là, puis on a remarqué que c'était pas développé au Québec, donc on souche vraiment. Attends, le secret, ça. Ouais. Mais c'est mieux que je m'attendais. Non, mais c'est bon. Est-ce que vous pensez un jour aller peut-être à Montréal avec ça? Tu sais, le western, ça pogne. Vous n'étiez pas à l'assaut, rien comme ça? Non, ouais. Ah, ben, OK, je pense que c'est ça. Ben, écoute, merci beaucoup à vous deux. Je sais pas pourquoi elle était ici. Je pense qu'il y a d'autres questions. Puis, c'est quoi le meilleur vendeur de vos drinks? Les mi-sour. Il est sour. Reste pas quoi, c'est. L'authenticité, c'est un produit, qui te surprend, c'est un produit c'est un amaretto qui est pas comme les autres. C'est un amaretto qui vient te chercher. C'est un amaretto. C'est très particulier. Le fruit est assez unique. Hein? C'est le fruit qui a une grande amertume, fait qu'il apporte une balance au sucre des amarettos, des liqueurs. Ouais. Ah ouais, c'est bon ça. Exactement. C'est quoi votre drink de l'été? Soyons quétains, c'est quoi votre drink de l'été? On a le Miami qui a Miami Vice. non, Miami. C'est un mélange de quoi ça? Un mélange de. C'est un peu comme le Emi encore avec le fruit du sorbier, mais Quand amaretto va piquer. ouais, c'est tropical avec noix de coco, ananas. Puis on le marie avec la épurée d'ananas, puis OK, c'est ça. pause. Ben, excellent, écoute, merci beaucoup pour l'entrevue. À tout le monde, bien sûr, on est dehors dans une place, c'est sûr que ça va comme ça. Et merci beaucoup encore. Ben, merci à toi. Puis à la prochaine. C'est bien, merci. Merci beaucoup à tout le monde d'écouter les arrêts brassicoles. Comme vous savez, on est dans un festival, il y a du bruit, il y a de la publicité, tout ça.
So, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine.